Ce programme vous est présenté par Ma. Merci beaucoup. Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Congosa TV présidentielle 2025. Merci de vous asseoir. Merci de vous asseoir. Vous êtes ici sur le plateau du Fougou, du Congosa, du Karambani et du Soko présidentiel. Si tu n'es pas inscrit sur une liste électorale, ça veut dire que tu es sorcier et tu n'es pas au courant. Si tu n'es pas inscrit sur une liste électorale, ça veut dire que tu perds le droit de te plaindre pendant les 7 prochaines années. Tu vas seulement gérer le retour Roha. Mais il est encore temps. Allez vous inscrire. Va t'inscrire sur les listes électorales. Tu pourras choisir l'avenir de ta vie, de tes enfants et du Cameroun en général. Alors, mesdames et messieurs, chers internautes, aujourd'hui, Congosa TV présidentielle 2025 reçoit un candidat déclaré. Ça veut dire qu'il s'est levé, il a dit qu'il est candidat. Il est jeune, il est brillant, c'est un ingénieur, c'est un beau parleur. Un beau gosse, le Cameroun, on est rempli de beaux gosses, mais surtout, il a un QI quasiment au-dessus de la moyenne. C'est un chef d'entreprise, il est le secrétaire exécutif d'un parti politique nommé Mouvement patriotique pour la prospérité du peuple. Mesdames et messieurs, accueillons l'invité de Congosa TV présidentielle 2025 d'aujourd'hui, Monsieur Hiram Samuel Liodi. S'il vous plaît. Bonjour. Merci. Je peux m'asseoir? Oui. Merci. Voilà, merci. Bonjour. Bonjour Valérie, merci de me recevoir. Ah ok, merci d'être venu sur ce plateau et surtout merci d'être venu vous prêter à cet exercice. Ça ne sera pas le lait. Ça marche. Voilà. Alors pour commencer, comment est-ce que je vais vous appeler? On se voit ou on se tutoie? On peut se tutoyer et tu me permets, donc tu peux m'appeler Hiram, c'est le nom que j'utilise pour cette campagne, donc tous les Camerounais peuvent m'appeler simplement Hiram. Donc on va dire Hiram. Ça marche. Hiram. Donc Hiram, le premier exercice qu'on fait sur ce plateau, c'est que je demande aux invités de prêter serment, juste de dire aux Camerounais qu'ils vont dire la vérité. Okay. Comme ça, s'il ment, on va lui rappeler qu'il avait menti. Et s'il a tout dit, on va le lui rappeler encore plus. Ça marche. Donc juste promettre qu'aujourd'hui c'est vérité. Ça ne me pose aucun problème. Je suis un fils de la tradition africaine. Cette tradition s'énonce comme les principes de vérité et de justice. Donc je m'engage à ne dire que la vérité tout au long de cet échange et d'avoir les propos les plus justes possibles. Voilà, ça c'est bon ça. Donc, je me permets de rappeler à Hiram qu'il y a ce qu'on appelle la force des archives. Donc, tout ce qui est dit est enregistré et emmagasiné quelque part. On nous tiendra rigueur si jamais. Exactement. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans l'émission. Ok. La première rubrique s'appelle « On dit que ». Mais avant la première rubrique, il faut d'abord que je te rappelle que si un jour tu as étudié et que l'émission aussi se passe un genre, il ne faut pas que tu te rappelles que Valérie m'avait géré un style. Il n'y a aucune raison d'être et que tu me lances les abeilles. Parce que étudié, tu seras le patron des abeilles. Non, il n'y aura pas de moulinex, sois rassuré. Il n'y aura pas de moulinex. Ok, donc on peut faire l'émission. Oui, il n'y aura pas de retour. Je répondrai à toutes les questions de manière naturelle. Ok, très bien. Donc on commence par la rubrique « On dit que ». Hiram, on dit que tu es un candidat à cette élection pour te positionner auprès des Camerounais. Je dirais que se positionner auprès des Camerounais n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais je ne suis pas candidat pour me positionner, je suis candidat pour aller remporter l'élection présidentielle. J'ai un projet que je présente aux Camerounais. Ils pourront en prendre connaissance et déduire eux-mêmes de s'il est suffisamment pertinent pour répondre aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. J'ai un parcours, je pense que tu l'as un tout petit peu dit, de manager, de gestionnaire des organisations, de consultant en stratégie. Donc je peux rassurer les Camerounais que je ne viens pas à l'élection présidentielle de 2025 pour faire figuration. Je pense que mon équipe qui est avec moi aujourd'hui a suffisamment travaillé les armes pour qu'on aille vers la victoire. Ce n'est pas pour nous une élection de positionnement. Ok. On dit que, c'est pas moi,
C'est on. Voilà, c'est on. Ça marche. Parce que quand je poste sur Internet, les gens écrivent que celui que tu reçois là, Il paraît que... Voilà. Il paraît que si le candidat du RDPC te donne une enveloppe, et ces enveloppes, ce n'est pas les enveloppes de graines d'arachide. S'il te donne une enveloppe, tu vas te mettre derrière lui. Aucune chance. Mon parcours politique n'a pas commencé en 2025. Même si certains Camerounais, je peux le comprendre, me découvrent. Peut-être que certains me découvriront à l'occasion de l'entretien que tu me permets d'avoir avec toi aujourd'hui. Je suis entré en politique, j'avais 19 ans. Ah. Je suis devenu président de l'association des Camerounais, même si c'était la vie associative, c'était un peu de politique. De la ville de Québec où j'étudiais, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37, donc 18 années se sont écoulées. Et je pense que durant tout au long de ce parcours-là, il y a eu des opportunités pour que le RDPC ou quiconque de l'appareil gouvernemental me propose une enveloppe, mais je n'ai jamais dévié de mon chemin. Je suis rentré au Cameroun en 2011 avec un ouvrage qui s'intitule « Mes rêves de jeune, le Cameroun pour les 50 prochaines années », qui est paru aux éditions Veritas Cameroun, qui présentait ma vision de ce que devait être l'engagement des nouvelles générations de Camerounais pour transformer notre pays. Et depuis 2011, ma vie associative et ma vie politique a été réglée sur les valeurs, les propositions, les réformes et les idées que j'ai énoncées dans cet ouvrage-là. Et ces idées n'ont absolument rien à voir avec comment notre pays est gouverné depuis au moins 20 ans. Je vais dire depuis le moment où j'ai l'âge de la conscience, mais depuis 43 ans. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, sous le prétexte d'une enveloppe d'argent, j'irais trahir mes idées et mes convictions. Je ne suis pas entré en politique pour gagner de l'argent. J'ai un métier qui me nourrit et qui paye mes factures. Je suis entré en politique parce que j'ai la conviction que j'ai quelque chose à apporter et que toutes les nouvelles générations de Camerounais ont une responsabilité face à l'histoire et je vais me battre pour y aller jusqu'au bout. Ok, ça tu parles bien, mais Yes. je n'ai pas donné le montant de l'enveloppe. Ah, Ouais, c'est important de savoir, parce qu'il y a des choses qu'on dit. On parle 5 petits milliards. oui, Vous savez que les gars en face, ils peuvent sortir ça. tout à fait. Quand tu commençais la politique, tu n'étais pas encore, on va dire, inquiétant. Maintenant, tu es candidat. Enfin, déclaré. Oui. Parce qu'il faut encore passer... Confirmé très bientôt. Il faut encore passer les cams. Ça, on va arriver à passer après. Tous ceux qui sont déclarés là, et les cams vous attendent. Il y a le filtre. Et les cams vous attendent posément ici à Yaoundé. Donc, si c'est 5 milliards de francs CFA en cash, parce qu'ils aiment bien les sacs Banjok remplis d'argent. Donc, si c'est 5 milliards de francs CFA en cash, est-ce que, Samuel, tu parleras encore de valeur de tout ce que tu dis là comme ça? Tu as 5 milliards là. Je ne suis pas effrayé par les montants d'argent, pas parce que j'en ai. Peut-être par la force de mon métier. Je suis auditeur de formation. Et dans mon métier d'auditeur, on a l'habitude de contrôler les comptes des entreprises. Donc, j'ai l'habitude de voir les chiffres. Mais c'est les chiffres des gens. Oui, oui. Et on dit maintenant, c'est pour toi. Quand je commençais ma carrière, celui qui m'a formé me disait justement qu'il ne faut pas avoir peur des chiffres pour que ça ne t'effraie pas le moment venu. Je suis le fils de quelqu'un qui a fait la politique. Je suis le petit-fils de au moins mes deux grands-parents qui ont fait de la politique. Et aucun d'entre eux n'a vendu ses idéaux. Et je suis sûr qu'ils ont eu des propositions. Donc, tu peux être rassuré. Est-ce qu'ils ont des propositions à 5 milliards? Je ne sais pas, je n'ai pas parlé des montants. Parce que les montants changent. Je n'ai pas parlé des montants avec eux. Bon, est-ce que. Bon, permets-moi de te couper. Est-ce que si on propose à votre président, secrétaire exécutif maintenant, 5 milliards, vous faites quoi? Vous lui dites que, boss, on fait comment? On se chabame les 5 milliards ou bien on continue? Non, on continue le combat. Ok. Et vous savez qu'en face, il propose ça une seule fois. Hein? Quand il propose une fois, si Dieu dit non, c'est bon. De toute façon, ils seront vaincus à l'élection d'octobre 2025. Ok, c'est bien. On continue avec le Soko. On dit que personne ne fait confiance à un Ben Skinner qui n'a pas de cicatrice. Tout à fait. Ça veut donc dire que, par conséquence, personne ne fait confiance à un opposant au régime qui n'a jamais été Sissia par le régime, qui n'a jamais été NAC par l'Ambéral, ou qui n'a jamais dormi en cellule au moins une fois. Ça veut dire qu'il n'a jamais touché les vraies réalités du pays qu'il veut diriger. Oui, la violence du régime n'est pas que d'avoir des cicatrices parce qu'on a fait un accident de circulation. Je prends l'exemple du Ben Sikin. La violence du régime, c'est aussi ce que vous vivez dans votre chair au quotidien. Et contrairement à ce que les gens pensent, peut-être que je n'en parle pas assez, je vis la peine de devoir être un chef d'entreprise
et de devoir à la fois être un homme politique qui défend des convictions contraires à ce que le gouvernement essaie d'implémenter. Je n'aime pas parler de moi, mais quand vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous avez le devoir de dire la vérité au peuple camerounais. Mon père sort de 5 années de prison au Cameroun pour une affaire où, depuis le début, en 2019, presque tout le monde, et je crois les magistrats qui l'ont libéré également 5 années après, savaient que le dossier était vide. Et je pense que nous avons la conviction aujourd'hui que l'une des raisons pour lesquelles il a été emprisonné tenait à ses convictions. Donc, j'ai vécu dans ma chair le fait d'avoir un parent qui a fait toute sa carrière en étant reconnu au Cameroun comme en Afrique centrale, comme un homme d'excellence et de probité morale, et dont la réputation a été salie par ce régime-là sur les dernières années de sa carrière, alors qu'il avait déjà l'âge de la retraite. Et pour parler de moi-même, je suis un consultant, je dirige un cabinet qui offre des prestations de conseil à des entreprises. Je ne suis peut-être pas le meilleur dans mon métier, mais je suis sûr que je ne suis pas le pire non plus. J'ai eu l'habitude d'avoir des missions d'accompagnement dans le secteur pétrolier auprès de certaines entreprises de l'État camerounais. Mais depuis que j'ai déclaré ma candidature, j'étais sur un marché que j'ai gagné en groupement avec d'autres consultants pour lequel j'ai été démobilisé. C'est-à-dire qu'on a 6 IA, les cabinets qui étaient en groupement avec moi pour que je sois démobilisé de cette mission-là. À l'époque, le directeur général de l'entreprise, que je ne citerai pas, il se reconnaîtra, avait promis au moins de nous payer une prime de démobilisation. Ça fait 2 mois que j'attends toujours le règlement de cette prime-là. Le directeur, là, il est du RDPC ou pas? En tout cas, il sert les intérêts du gouvernement, puisque la raison qui a été utilisée pour me démobiliser, c'est que j'aurais fait insulte à la personne du chef de l'État. Donc ça, c'est la réalité qu'on vit quand on est homme politique. Que tu veux sa place. Non, c'est simplement que j'ai dit que le chef de l'État a 92 ans. Ce que je lui souhaite, et ce que je souhaiterais à tout homme de cet âge-là, c'est d'aller se reposer. Cela a été assimilé comme une insulte. Donc je veux rassurer les Camerounais que j'ai les cicatrices de la violence de ce régime-là. On va te laisser sur ce marché. Je ne pensais pas, mais je croyais que la réalité de la compétence était une chose et la réalité des convictions politiques était tout autre. Mais c'était seulement pour te rassurer que j'ai les cicatrices et plusieurs, je ne vais pas raconter l'histoire de certains de mes militants qui m'accompagnent aujourd'hui, des membres de mon directoire, ont les cicatrices et souffrent de leurs convictions. Donc, le régime ne me caresse pas dans le sens du poil, contrairement à ce qu'on pourrait croire. OK. Alors, dernière question de la rubrique « On dit que ». On dit qu'il y avait quoi avant? Et on dit, est-ce que tu sais ce qu'il y avait avant? Oui, je sais ce qu'il y avait avant. Il y avait quoi? Je sais ce qu'il y avait avant parce que quand un certain nombre de personnes qui contribuent à dégrader la situation de notre pays nous disent qu'il y avait quoi avant, peut-être qu'ils parlent seulement de l'histoire récente de notre pays. Mais moi, je sais ce qu'il y avait avant parce que j'ai peut-être le mérite ou l'avantage d'avoir grandi sous la coupe de ceux qui ont combattu pour la libération de ce pays, mais aussi ceux qui sont les gardiens de notre tradition. Le Cameroun est un territoire sur lequel vivent des peuples qui ont une histoire multimillénaire. Parmi ces peuples-là, il y a des peuples qui ont une histoire de grandeur. C'est des peuples qui, dans le temps, ont appris à se défendre, ont appris à se soigner, ont appris à gérer leur économie, ont appris à conquérir du territoire, ont appris à diffuser leurs idées. C'est des peuples de grandeur. Et donc, avant, il y avait des hommes de conviction. Il y avait Douala Mangabel, il y avait Martin-Paul Samba, il y avait Ruben Oumiobe, il y avait Ernest Wanji, il y avait des patriotes qui savaient que quand on est un acteur politique, la première responsabilité que le peuple attend de nous, c'est de se sacrifier pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Voilà ce qu'il y avait avant. Maintenant, il y a des personnes qui torpillent la fortune publique, qui utilisent l'argent des Camerounais pour s'enrichir et qui viennent nous demander il y avait quoi avant. C'est malheureux pour le Cameroun. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. On peut applaudir parce que je crois que Hiram s'en sort plutôt bien, mais ce n'est que le début. J'espère. Voilà. Maintenant, on passe à la prochaine rubrique qui est un peu plus chaude. Okay. C'est la rubrique politique. Bon, pour commencer la rubrique politique, on va aller terre à terre parce que ici, c'est Congossa TV. Donc, on fait le Congossa, donc on parle comme au quartier. Ça marche. Hiram, tu sors d'où? Tu veux être président de la République du Cameroun. Oui. Tu sors d'où? Moi, personnellement, il y a 2 mois, je ne connaissais pas. Tu sors d'où? Tu veux être président de la République? Je sors du Cameroun, d'abord pour commencer. Je ne suis pas un extraterrestre, je suis un citoyen camerounais, comme tous les Camerounais qui nous écoutent aujourd'hui. Comme je l'ai dit, j'ai été moulé, beaucoup de Camerounais me découvrent dans les 2 derniers mois. C'est le temps de la campagne, donc c'est aussi le temps
d'intensifier la communication pour mieux se faire connaître. C'est normal qu'on me découvre maintenant. Mais j'ai une longue histoire d'apprentissage de la chose politique. Comme je t'ai dit, je suis rentré au Cameroun en 2011, j'ai écrit un ouvrage et j'ai commencé, j'allais dire, un semi-militantisme parce que je n'avais pas la carte du parti, aux côtés des leaders du SDF. SDF, ok. Et ça a été mon premier apprentissage sur le terrain politique. Ensuite, j'ai travaillé au sein du collectif Stand Up for Cameroun avec Madame Kawala, à contribuer à l'éducation des Camerounais sur le schéma de transition que cette plateforme propose pour revoir notre modèle organisationnel et améliorer le fonctionnement de nos institutions. Mais après cela, j'ai été actif dans la campagne présidentielle de 2018 et je vais dire pas qu'un simple acteur, pas pour me jeter des fleurs. J'ai été le coordonnateur du programme politique du mouvement NAO qui a porté la candidature de Maître Akeroumna que vous avez reçu il y a quelques semaines. Mais nous allions dans cette aventure-là. Oui, qui s'était désisté. Peut-être qu'on reviendra sur l'histoire justement de ce désistement. Il en avait parlé lui-même. Voilà, mais c'est un travail que nous avions fait, justement, les jeunes du mouvement, pour construire un projet commun et multiplier les chances de victoire de l'opposition. Nous avons eu l'idée de créer le MP3 en 2017. Nous en avons rédigé les textes, nous avons rédigé le mémorandum sur le projet de société qui présente notre vision. Et l'opportunité s'est offerte à nous de participer à la campagne présidentielle de 2018. Dès que nous sommes sortis de l'élection présidentielle de 2018, 5 semaines exactement après l'élection, le 17 novembre 2018, nous avons créé le MP3, le mouvement patriotique pour la prospérité du peuple. Nous l'avons créé lors d'une assemblée générale à Douala et nous avons commencé le travail de mobilisation sur le terrain. Notre naïveté à l'époque nous laissait croire que 3 mois après le dépôt de légalisation, comme le dit la loi, le MINAT nous aurait délivré notre récépissé qui nous permettrait d'occuper vraiment l'espace public de manière, j'allais dire, transparente et avec beaucoup de force. Il a fallu 5 ans pour qu'on nous légalise. Donc c'est le 9 novembre 2023, 5 années après la création du MP3, que le MINAT a décidé de nous légaliser. Mais pendant ces 5 années-là, nous avons travaillé, nous avons créé des cellules dans 7 des 10 régions du Cameroun où nous sommes présents. Nous ne pouvions pas nous déployer sur la place publique, mais nous avons construit des mouvements d'éducation des jeunes à l'engagement dans le champ politique. Et donc, depuis une année, maintenant, nous avons tous les moyens d'être sur le terrain. Nous continuons d'être au contact des Camerounais, de les convaincre, de leur présenter le projet que je porte pour l'élection présidentielle. Pour être candidat à l'élection présidentielle, je pense que c'est la chose la plus importante. Il faut avoir un projet, il faut avoir des convictions et il faut avoir des compétences. Je pense que j'ai un projet fort, j'ai un projet transformateur de notre avenir, j'ai un parcours politique qui m'a doté d'un minimum d'expérience et j'ai des compétences que j'ai acquises dans le monde professionnel en termes de management des organisations, de gestion des hommes, qui me confèrent, je pense, tous les atouts pour être candidat à l'élection présidentielle et pour être le profil le mieux indiqué pour conduire notre pays dans cette phase de crise, parce que j'ai justement eu l'habitude de gérer des organisations dans des situations de crise. Je ne pense pas que ce soit l'apanage de tous les candidats déclarés à l'élection présidentielle. Bon, ok. Ça, c'est... il me semble que c'est ce que tous les candidats disent. Je ne sais pas. Bon, on va dire... Non, moi, je te dis. C'est ce qu'ils t'ont dit. Sur ce plateau, tous les candidats le disent. Oui. Ce qui est sûr, c'est que l'un d'eux sera Eitoudi et on en reparlera. Mais est-ce que, Hiram, est-ce que tu penses que c'est suffisant pour demander aux gens qui ne t'ont pas vu, toi, ton parti, en plein jour, dans des déploiements réels, c'est suffisant que ces gens, juste parce que tu dis avoir un projet fort, un projet important, est-ce que c'est suffisant que ces gens t'accordent leur voix pour aller à la présidence? En tout cas, c'est eux qui jugeront. C'est-à-dire que toi et moi ne pouvons pas d'avance savoir qu'est-ce que vont penser les Camerounais quand ils auront découvert le projet que nous portons et mon profil. Ce que je peux dire, c'est que depuis 2 mois, et je vois même dans les chiffres du nombre d'adhérents de notre parti politique, chaque fois qu'on m'a donné l'occasion de parler et de m'exprimer, il y a eu un boom sur le nombre de personnes qui nous rejoignent. Donc moi, j'ai confiance en mon profil, j'ai confiance en mon projet, j'ai confiance en ce que je propose. Et ce que je dis, c'est que d'autres pays du continent africain nous donnent des leçons dans ce sens-là. Je pense que chaque génération a une responsabilité face à l'histoire. Rodolphe Douanamba Gabel, Martin Paul Samba se sont battus pour que notre territoire soit préservé. Ruben Oumniobé, Félix Roland Mounier, Ernest Ouandier se sont battus pour qu'on ait une indépendance
On la leur a refusé, on a donné l'indépendance à ceux qui ne la voulaient pas. On voit dans quelle situation notre pays se trouve aujourd'hui. Tout à fait. La nouvelle génération de Camerounais a aussi le devoir de prendre sa responsabilité face à l'histoire et d'incarner elle-même le changement qu'elle porte, le combat qu'elle porte. Et donc, nous n'avons pas à mener un combat pour la transformation de notre pays et laisser des gens qui auraient 70, 80, 90 ans porter le combat à notre place. Donc, j'estime que je vis mes valeurs, je porte mes convictions et je sais que j'ai encore 4 mois pour convaincre les Camerounais. Je suis confiant. On nous verra nous déployer dans les prochaines semaines. Si on a besoin, le critère, c'est absolument d'avoir des meetings d'envergure. Je peux vous rassurer que dans les prochaines semaines, le MP3 fera démonstration de sa force sur le terrain. OK. Bon. Est-ce que tu es déjà arrivé à Etoudi, c'est-à-dire au palais présidentiel, pour voir à quoi ça ressemble, c'est-à-dire pour ressentir l'ampleur de cette tâche? Parce que quand on va à Etoudi, au palais de l'Unité, même pour déposer un simple courrier, on ressent quand même quelque chose. Est-ce que tu es déjà allé à Etoudi pour voir à peu près à quoi va ressembler ton bureau? J'aurais aimé y aller. Et j'aurais aimé que, comme dans d'autres pays du monde et du continent africain, le palais présidentiel soit ouvert aux citoyens. Toi-même, tu le dis, pour déposer un simple courrier, quand tu vois l'accoutrement des militaires qui sont en face de toi, tu te demandes si ça vaut la peine de rester devant la barrière du palais. Non, je connais le palais de visu, je le vois, il m'arrive de passer devant les différentes routes qui mènent au palais présidentiel. Mais ce que je peux dire, c'est que quand moi je serai élu président de la République, le palais sera accessible aux citoyens pour qu'ils se familiarisent justement au lieu dans lequel on exerce le pouvoir. Bon, alors, on dit en politique, les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Écoutent. Mais tu as dit qu'on enregistre ici pour tenir rigueur à bien ceux. sûr, bien sûr. Voilà. Bon, il y a des politiciens, on a enregistré, après ils disent que j'étais inconscient quand ils disaient ça. Donc, on ne sait jamais. Parce qu'une fois étudié, ça peut changer, on ne sait jamais. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce que tu penses que ton expérience politique est suffisante? Parce que travailler pour des partis, être dans les campagnes d'autres candidats qui ont même désisté, donc qui ne sont pas arrivés jusqu'au bout, ne pas avoir une vraie présence politiquement parlant dans l'étendue du territoire, est-ce que tu penses que ton expérience politique est avérée pour diriger le Cameroun? Deux choses. J'entends souvent cette question. Qu'est-ce qu'on entend par expérience politique? Quelle serait l'expérience politique que les autres leaders auraient et que moi, je n'aurais pas? Est-ce que tu as gagné une mairie, par exemple? Non. Mais j'ai envie de vous demander, sur les 29 candidats déclarés, combien est-ce qu'on gagnait des mairies? Bon, il y en a qui n'ont jamais gagné. Parmi ceux qu'on cite même comme étant les supposés leaders de l'opposition, combien est-ce qu'on gagné des mairies? Plusieurs. Non, très peu. Oui, mais quelques-uns quand même. Oui, quelques-uns. Une très infime minorité. C'est-à-dire que sur mais est-ce que ce n'est pas là? Je vais le dire, hein, sur les 29 candidats déclarés aujourd'hui à l'élection présidentielle, je pense qu'il n'y a que 3 ou 4 qui sont des élus locaux. Et parmi ces 4-là, il y en a, je pense, 2 qui ne sont devenus des élus locaux qu'après avoir porté une première candidature à l'élection présidentielle. Donc je pense que c'est pour moi un faux débat. Ce qu'on demande à un manager, c'est d'avoir une vision. Et ensuite, c'est dans son profil de démontrer des éléments qui lui permettent de mettre en œuvre cette vision-là. On parle d'expérience politique, il faut bien commencer quelque part. C'est exactement comme on parle d'expérience... Quelque part, présidentielle directement, oui, mais je vais le dire, c'est exactement comme quand on parle de nos jeunes diplômés qui cherchent le travail. Ils viennent chercher le travail, on leur demande d'avoir eu 2 années d'expérience avant. Parfois. Où est-ce qu'ils ont pris cette expérience-là? Moi, j'ai été le bras droit de plusieurs acteurs politiques de renom au Cameroun. J'ai pris le temps d'apprendre autour d'eux, d'abord dans le silence, et ensuite de manière visible depuis 2018. Ensuite, on dit que le MP3 n'est pas présent sur le terrain. Laissez-nous vous faire la démonstration de notre absence sur le terrain. Moi, je vous dis que nous sommes présents sur le terrain, mais surtout que nous avons noué les alliances avec d'autres formations politiques qui nous permettront d'être présents là où le parti en lui-même est moins bien représenté. Voilà, donc j'ai de l'expérience. J'ai 38 ans, 38 bientôt, dans quelques semaines. J'ai 15 années d'expérience de gestion des organisations et des entreprises. Je ne suis pas sûr que les autres candidats qui auraient supposément une certaine expérience politique savent au quotidien ce que c'est qu'obtenir des résultats, organiser des équipes, obtenir de la performance. Ça, je sais le faire, c'est mon métier, je le fais au quotidien. Oui, mais Hiram... Et je demande aux Camerounais de m'accorder leur confiance sur cette base. Oui, mais ton adversaire, ce n'est pas les autres candidats, c'est celui qui a étudié maintenant. Oui, mais c'est ce... Est-ce que ton expérience politique, tu penses que tu peux affronter cet adversaire-là? Bien sûr. Il est réellement présent dans les 4 coins du pays, même dans les villages. Il y a
tu m'excuses, il y a dans plusieurs de nos villages, il y a des mamans qui ont 2 photos dans leur cuisine, celle de la Vierge Marie et de Paul Biya. Est-ce que tu penses que tu peux vraiment combattre ça? Ce que nous devons faire, c'est de convaincre les Camerounais de nous accompagner à combattre cela. Ce n'est pas que moi tout seul je combatte cela. Il faut être froid. Quel que soit le candidat, même dans une élection à 2 tours, où finalement on aurait un seul candidat de l'opposition face au président Paul Biya au 2e tour, lui seul ne pourrait pas remporter l'élection présidentielle. Nous avons besoin du peuple. Et ce que nous disons au MP3, ce que je dis en tant que candidat à l'élection présidentielle, c'est que l'élection de 2025 doit être celle du peuple camerounais. Peu importe le leader de l'opposition vers lequel on se tournera en dernière minute, ce doit être l'élection du peuple. Et donc moi, mon travail, c'est de convaincre chaque Camerounais qu'il doit s'aligner derrière moi, parce que le projet que je porte est celui qui peut le mieux le satisfaire et résoudre les problèmes de base que nous avons. L'absence d'eau, l'absence d'électricité, les routes qui sont en mauvais état et qui tuent des milliers de Camerounais chaque mois. C'est de les convaincre que pour ces raisons-là, ils doivent rejoindre la vague du MP3 pour que la dynamique de changement soit portée par nous tous. Maintenant, si vous me demandez si moi tout seul, j'ai la capacité de combattre cet appareil-là, je vous dirais non. Mais il faut également que l'élection présidentielle, même si elle est la rencontre entre un homme et son peuple, ne devienne pas une affaire d'homme providentiel ou de messianisme. C'est l'élection du peuple camerounais. Ce que je vous demande, c'est de lire notre programme. Je suis sûr qu'une fois que vous l'aurez lu, vous serez convaincus et de venir avec nous pour qu'on construise la vague de libération du Cameroun. Ok. Alors, avant d'arriver à Etoudi, il y a l'obstacle Elekam qu'il faut franchir. Est-ce que tu penses à ce jour que ta candidature déclarée sera validée par Elekam? Absolument, j'en suis convaincu. En tout cas, je respecte toutes les conditions légales pour être candidat à l'élection présidentielle. Tu n'as pas de conseiller municipal? J'ai 35 ans, j'ai plus de 35 ans, il faut en avoir. Ça, c'est bon. Nous sommes en train de faire le nécessaire au niveau de mon équipe pour avoir les 30 millions de caution. Et nous avons avec nous au moins 2 partis politiques qui ont la capacité d'investir un candidat à l'élection présidentielle. Je pense que pour le reste, je suis Camerounais, donc j'ai un acte de naissance, j'ai un certificat de nationalité, j'ai un casier judiciaire vierge. Donc, je remplis toutes les conditions pour être candidat et pour que mon dossier soit validé autant par l'ECAM que par le Conseil constitutionnel. Alors, l'ECAM n'a toujours pas publié la liste électorale. Il y a eu une publication et après la publication a disparu parce qu'il y avait des anomalies. Mais je n'ai pas entendu le MP3, je n'ai pas beaucoup entendu Hiram. On est même allé plus loin que ça. C'est-à-dire que non seulement nous sommes venus en appui, on a communiqué dessus à la demande du professeur Maurice Kamto qui demande simplement à l'ICAM de respecter la loi. Ça, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas une demande fantaisiste. Donc, on a demandé que cette liste soit publiée parce que c'est un moyen de transparence qui va démontrer aux Camerounais que le fichier est conforme, la liste électorale est conforme à la réalité des inscriptions sur le terrain. Mais nous sommes allés plus loin que cela. Nous avons écrit au directeur général de l'ICAM pour lui rappeler qu'en 1996, le Cameroun a voté ou adopté une constitution qui, en son article 66, disait que tout mandat, tout porteur d'un mandat public a l'obligation de déclarer ses biens et avoirs 90 jours après avoir pris sa fonction et 60 jours après avoir laissé sa fonction et que nous constatons que ce n'est toujours pas le cas. Donc nous, ce que nous avons demandé, c'est que pour le cas de l'élection présidentielle de 2025 et même des élections locales de 2026, que tous les candidats fassent apparaître clairement dans leur dossier de candidature la déclaration de leurs biens et avoirs pour que les Camerounais sachent exactement ce qu'ils ont quand ils en arrivent et puissent faire le contrôle de ce qu'ils auront quand ils partiront de cette fonction. Je comprends pourquoi tu ne seras jamais ami avec le Moulinex. Oui, je ne recherche pas son amitié. Donc ça veut dire que Hiram et le MP3 veulent que le candidat de RDPC déclare ses biens. Nous allons plus loin. Nous disons Hiram et le MP3 veulent que les porteurs de mandats publics, qui en fait sont les gestionnaires de votre argent, c'est la première responsabilité qu'ils sont. Ils sont les gestionnaires de l'argent des Camerounais, doivent faire preuve d'un minimum de transparence. Donc ils doivent nous dire quelle est la réalité de leur richesse. Et on ne dit pas qu'ils ne doivent pas être riches, mais au moins on doit le savoir avant qu'ils n'arrivent, qu'ils prennent mandat ou fonction. Et quand ils partent de là, les Camerounais doivent pouvoir savoir s'ils ont accumulé de manière illicite de la richesse sur notre dos grâce à l'argent de nos impôts. Donc nous le disons pas seulement pour le président de la République, mais également pour les membres du gouvernement, pour les députés à l'Assemblée nationale. Ça doit devenir une pratique de transparence courante
dans la gestion de la fortune des Camerounais. Est-ce que les chefs de village aussi doivent déclarer leur Oh, bien? je ne pense pas qu'ils soient soumis Ah, par l'obligation légale. Ok. Mais puisqu'on arrivera sûrement aux questions de gestion des terres, oui, je pense que dans une certaine mesure, il y a des obligations de transparence qui doivent également leur être opposées. Alors, Hiram, parlons d'un sujet épineux et très important qui est la plaie, la véritable plaie du Cameroun, la corruption. Alors, toi, en tant que président de la République, comment tu vas faire pour baisser, parce que je ne peux pas dire disparaître, je préfère être modeste. Comment tu vas faire pour baisser la corruption et surtout l'injustice sociale au Cameroun? La première des choses, c'est celle dont on vient de parler. C'est de contraindre ceux qui exercent le mandat public de faire transparence sur la réalité des biens et des avoirs qu'ils possèdent. Mais de manière très concrète, au soir d'octobre 2025, où j'espère être élu président de la République, dans les jours qui suivent, je vais convoquer la Cour des comptes et demander une analyse claire des rapports sur les 10 dernières années pour que ceux... Seulement 10 ans? Au moins 10 ans. Au moins Ok. 10 ans. Plus loin que ça, ce sera compliqué. Mais au moins les 10 dernières années, pour qu'on puisse identifier, parmi ceux qui ont le mandat de gérer notre argent, ceux qui se sont rendus coupables de détournement des fonds publics et que la justice puisse faire son travail. Non seulement pour qu'ils aillent en prison, mais également pour que nous puissions récupérer les biens. Et l'une des premières propositions que nous avons dans ce sens, c'est face à la réalité du constat, j'allais dire de l'incapacité de la CONAC, de la NIF, du Conseil supérieur de l'État, d'aller jusqu'au bout de leur démarche, c'est de créer une super autorité de lutte contre la corruption, comme il y en a dans d'autres pays, qui sera dotée à la fois du pouvoir d'enquête. En fermant les autres structures? Oui. Nous Ok. pensons qu'elles n'ont pas, peut-être qu'on gardera le Conseil supérieur de l'État, mais la CONAC n'aura plus vocation à exister dans ce nouveau schéma organisationnel-là. Et donc, cette autorité sera dotée du pouvoir d'enquête, du pouvoir de poursuite, mais surtout du pouvoir de récupération des fonds. C'est très important. Il faut qu'on puisse remettre dans les caisses de l'État l'argent qui a été détourné par ceux qui nous dirigent encore depuis de nombreuses décennies. Et enfin, c'est d'avoir une simple transparence dans la gouvernance. Ce qui permet en fait de lutter contre la corruption, c'est la transparence. On a parlé de la transparence des biens de ceux qui nous dirigent, mais il faut une transparence générale de la gestion des fonds publics. Et dans ce sens, grâce aux outils que le numérique nous propose aujourd'hui, nous allons mettre en place une plateforme qui permet à tous les citoyens camerounais, peu importe là où ils se trouvent, sur le territoire camerounais ou à l'étranger, de pouvoir suivre l'implémentation des principaux projets d'investissement public. Donc ce sera accessible à tous et cela permettra à tout le monde de pouvoir critiquer et interpeller ceux qui gèrent l'argent des Camerounais. Avec quelle connexion Internet? Parce que là, la connexion Internet qu'on a maintenant, cette plateforme-là ne va pas tenir. Oui, mais la connexion Internet qu'on a maintenant, c'est aussi le fait de la gouvernance qu'on a. C'est-à-dire que l'agence de régulation, l'ART des télécommunications, j'estime, n'exerce pas suffisamment son pouvoir, je ne vais pas dire répressif, mais c'est un peu de cela, face aux opérateurs de télécom qui, quand bien même ils nous disent qu'ils nous fournissent de la 3G, de la 4G, on se rend bien compte que très souvent c'est de la 1G. Donc, c'est une gouvernance générale qu'il faudra mettre en œuvre avec des managers qui ont pour principal, j'allais dire, objectif de s'assurer que les citoyens camerounais bénéficient de la richesse et de l'immensité des ressources de leur pays. Donc, l'ART devra faire son travail pour contraindre les opérateurs de télécom à nous fournir une connexion de qualité. Bonne connexion. OK. Alors, j'ai parlé aussi de l'injustice sociale. C'est quelque chose de très important au Cameroun qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est, pour moi, au même pied d'égalité que la corruption. Absolument. Qu'est-ce que tu comptes faire pour ça? Un pays qui n'a pas de justice, avant d'ajouter le mot social, de justice tout court, ne peut pas construire durablement de paix. Parce que je suis d'accord avec toi, les justices exacerbent les frustrations des uns et des autres et finit donc par fabriquer ces jeunes désabusés qui deviennent des brigands et qui mettent en danger la sécurité de l'ensemble des citoyens. Je pense qu'il y a un certain nombre de réformes qu'il faut mettre en place. On devient un délinquant, on devient frustré, on vit de l'injustice très souvent parce qu'on n'a pas les moyens d'assumer ses fins de mois. On n'a pas l'emploi qui permet de régler les factures et les besoins de sa famille. Donc la question de la justice sociale, pour nous,
trouve dans une réponse dans la politique économique que nous allons mettre en œuvre. Il y a la question stricte de la justice. Et là, je dirais, c'est quelques mesures relativement simples. Nous estimons qu'il n'y a pas de justice. Là, je parle de l'appareil judiciaire au Cameroun parce que l'appareil judiciaire est aux ordres de l'exécutif, exécute les directives du président de la République, du garde des Sceaux et d'un certain nombre de ministres. Donc, la réforme que nous proposons à ce stade, c'est simplement de sortir le président de la République, le garde des Sceaux et tous les membres de l'exécutif qui y siègent du Conseil supérieur de la magistrature afin de permettre aux magistrats de faire leur travail en toute indépendance. Mais revenant à la justice sociale, je pense que la première cause de cette injustice, d'une part, c'est l'enrichissement massif d'une petite minorité de Camerounais. Et je pense que là, on vient de dire ce qu'il faudra faire face à cela. Mais le deuxième problème, c'est le problème du chômage. On a énormément de Camerounais talentueux, compétents, qui finissent des études, qui débarquent sur le marché de l'emploi et qui ne parviennent pas à trouver un emploi. Ça a trait à deux choses. La première, c'est que le Cameroun n'a pas développé une industrie qui permette d'avoir ou d'offrir suffisamment d'opportunités d'emploi. Et la deuxième des choses, c'est que quand bien même cette industrie existe, on se rend vite compte que les compétences de nos diplômés ne sont pas toujours alignées sur les besoins de ces industries-là. Donc, il y a deux mesures à prendre pour chacun de ces deux pans-là. La première, sur le plan de l'industrie, c'est que dès que nous sommes élus à la tête de l'État, nous allons interdire l'exportation des matières premières, principalement agricoles et minières du Cameroun, sans première transformation locale. Ça aura le mérite d'avoir toute la ressource pour construire une industrie qui va donc multiplier les opportunités d'emploi, mais aussi pouvoir donner du travail à toutes les PME, à tous ces entrepreneurs camerounais-là qui essayent d'apporter leur contribution à la création de notre richesse. Et la deuxième des choses, c'est que nous allons reformater, refondre complètement le système éducatif camerounais pour qu'il soit aligné sur les besoins du marché de l'emploi et qu'il forme les compétences dont nous avons besoin pour transformer nos ressources au Cameroun. C'est un travail qui ne permettrait pas d'avoir des résultats à très court terme. Il nous faudra un peu de patience, mais le seul moyen d'amener les Camerounais... En fait, 2 mandats, quoi. Non, pas 2 mandats. Je ne veux dire pas 2 ans. Tu as expliqué qu'en fait, il te faudra 2 mandats. Non, en un mandat de 7 ans, on aura obtenu les résultats. Je voulais dire que les résultats ne se feront pas sentir au bout de 2 ans. Et je sais que les Camerounais qui sont suffisamment essorés par la souffrance qu'ils vivent dans leur chair n'auront peut-être pas la même patience avec le prochain chef de l'État. Donc, ce sera d'avoir une architecture de transparence qui leur permette quand même de voir que quand on leur demande de serrer la ceinture, ils peuvent quand même observer l'évolution de l'atteinte des résultats. Ce programme vous a été présenté par Ma.